La puce à l'oreille. Rencontre. Bonjour, mon nom est Narges Mustapha. Je suis cofondatrice de l'organisme Hoodstock et j'habite à Montréal-Nord. Donc, le collectif Hoodstock est né un an après la mort de Freddy Villanueva, qui est un jeune homme de Montréal-Nord, d'origine hondurienne, qui a été abattu par la police de Montréal le 9 août 2008. Et suite à sa mort, en fait, les résidents et résidentes du quartier sont descendus dans les rues pour faire entendre leur colère, considérant que le profilage racial n'était pas un phénomène nouveau dans notre quartier. Quand on parle de profilage racial à Montréal-Nord, on parle surtout du rapport de la police aux jeunes du quartier qui sont pour la plupart deuxième ou troisième génération d'immigration. La population majoritaire, elle est haïtienne ici à Montréal-Nord. Donc, on a d'autres communautés arabophones, on a maghrébines, là, si je peux dire ça, et des populations hispanophones aussi. Donc, le profilage racial, en fait, comment il se traduit, c'est que les policiers ont tendance à approcher et à harceler, si je peux dire, les jeunes du quartier qui semblent ne pas faire partie de la société majoritaire, surtout les jeunes hommes noirs. En fait, ce qu'on voit des comportements policiers, c'est que ce sont des jeunes qui vont se faire profiler tout simplement parce qu'ils sont deux, trois sur un coin de rue. Automatiquement, c'est les stéréotypes qui sont associés à ces communautés-là. Directement, on voit deux, trois jeunes hommes noirs. Ah ben ça y est, c'est des gangs de rue. Donc, quand on parle de profilage racial, c'est tous les stéréotypes aussi qui sont associés à nos communautés, en fait. Donc, un an après la mort de Freddy, on s'est dit, ben, on pourrait créer un premier espace où est-ce que la population de Montréal-Nord pourrait justement parler des enjeux qui les touchent, que ce soit les conditions de vie, des conditions précaires, là, si je pourrais dire, que ce soit du racisme, du profilage racial, de l'exclusion sociale aussi. Donc, vraiment beaucoup d'enjeux. C'est sûr qu'au fil du temps, Hoodstock a pris une autre forme, mais au départ, là, c'était vraiment de créer cette plateforme-là pour qu'on puisse enfin se réapproprier la parole parce que déjà à la base, on sait que les citoyens et citoyennes, les résidents et résidentes n'ont pas tant d'espace dans les espaces décisionnels pour pouvoir contribuer aux conversations, si je peux dire, pour que les gens se sentent inclus d'une part, mais aussi qu'ils puissent aborder eux-mêmes et trouver eux-mêmes des solutions aux enjeux qui marquent leur vie, là. Le racisme systémique, c'est vraiment au niveau structurel, c'est-à-dire au niveau du système dans lequel on vit. Le racisme au quotidien, comment il peut se vivre par des personnes noires ou des personnes arabes. Là, on le voit beaucoup avec une montée de l'islamophobie envers peut-être les femmes voilées, qui est une forme de racisme en soi. Envers les personnes noires, c'est le dénigrement de cette personne qui est noire, tout simplement. Là, c'est d'essentialiser, en fait, cette personne-là. Quand on parle de racisme systémique, on parle de personnes racialisées, de personnes immigrantes, de personnes aussi avec un statut précaire, là, qui se retrouvent, par exemple, discriminés lorsqu'ils sont en recherche d'emploi. Donc, lorsqu'on recherche un emploi puis que notre nom est Narges Mustapha, c'est vraiment pas la même chose comme une Véronique Couillard, par exemple. Donc, c'est ça le racisme systémique, c'est que ça crée des freins, des barrières dans la vie des gens, que ce soit sur le marché du travail, mais en fait principalement sur le marché du travail. Et aussi, ce qu'on constate quand on parle de racisme systémique, c'est que dans nos instances, où est-ce qu'il y a des prises de décision, c'est-à-dire dans les différents paliers gouvernementaux, que ce soit au niveau municipal, provincial ou même au fédéral, la composition de ces instances-là est à majorité blanche. Donc, encore une fois, il y a une prise de décision qui se fait pour une société, mais les gens concernés ne font pas partie, en fait, de ces espaces-là. Il ne faut pas oublier aussi que le Canada a un héritage colonial. En fait, les structures du système est marquée par cet héritage colonial-là. Justement, on voit clairement ce qui se passe avec les communautés autochtones au Canada qui, eux, vivent
le racisme systémique, ils sont confrontés en fait à plusieurs barrières. Puis le racisme systémique, je pourrais dire que aussi ça se traduit par le fait que la vie des personnes, des communautés autochtones par exemple, ou la vie des personnes immigrantes ou racialisées n'est pas importante. Pour lutter contre le racisme ordinaire ou le racisme systémique, je pense que c'est déjà à la base de prendre conscience de notre environnement, de prendre conscience des personnes qui nous entourent, de leur réalité. C'est comme ça aussi qu'on devient un ou une alliée, je dirais, avec les personnes qui subissent, qui sont victimes de ce racisme ordinaire-là ou du racisme systémique. Donc, avec les petits moyens que les enfants pourraient avoir, tu sais, je dirais, c'est oui, prendre conscience, mais d'être capable aussi de traduire cette conscience-là dans nos actions, mais aussi dans notre discours pour que ça crée un écho, en fait, d'une certaine façon. Fait que je pense déjà, en tant qu'allié, c'est de prendre la parole et d'avoir cette sensibilité-là à informer notre entourage qui peut-être porte certains stéréotypes ou stigmatise certaines communautés. Donc, c'est de tenter de déconstruire avec la parole. Je ne dis pas que c'est facile à faire non plus, là, effectivement. Je l'entends déjà dans mon entourage, des fois, quand des personnes blanches spécifiquement se retrouvent dans un souper de Noël, par exemple, puis là, il y a des propos racistes qui sont dits, ben c'est justement de comme rectifier le tir, puis d'essayer de déconstruire ça. Après, dans la tête d'un enfant, je pense que c'est complètement différent, là. Mais je pense que justement, juste d'intervenir lorsqu'on entend des propos racistes, pour moi, c'est déjà un premier pas aussi pour alerter l'autre personne que, voilà, ce que tu dis, c'est raciste. Puis de tenter peut-être de déconstruire ça en parlant de son propre environnement ou de ses propres relations avec les personnes de ces communautés-là, plus spécifiquement, tu sais. Je pense aussi de ramener de l'avant la réalité de ces personnes-là pour faire prendre conscience que ces propos racistes-là ont des impacts concrets dans la vie des personnes qui subissent le racisme, en fait. Les dernières manifestations qui ont eu lieu à Montréal, Hoodstock a co-organisé en fait la première manifestation qui s'est passée dans les rues du centre-ville de Montréal. Comme je disais au départ, Hoodstock est né de cet enjeu-là, est né d'une situation de brutalité policière. Comme j'ai dit, la mort de Freddy Villanueva, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre fondement. Donc, clairement que la vidéo virale de l'exécution de George Floyd de comme 8 minutes et quelques a été un choc à l'échelle internationale. On a vu comment qu'il y a eu des soulèvements dans plusieurs États aux États-Unis et en Amérique du Nord, dont au Canada, dont au Québec, plus spécifiquement à Montréal. Parce qu'on a tendance aussi à réagir beaucoup à ce qui se passe chez nos voisins aux États-Unis quand il y a des cas de brutalité policière qui sont quand même extrêmes. Par contre, il y a beaucoup de cas de brutalité policière et de bavures policières qui se passent ici au Québec, à Montréal, plus spécifiquement, qui touchent des personnes noires et des personnes racialisées ou des personnes, je dirais, qui sont dans des conditions précaires, dont des personnes itinérantes. Donc, pour nous, c'était important de réagir face à ça. Il faut agir en conséquence, puis on ne peut pas juste mettre ça en sourdine. Donc, on a quand même réussi à réunir près de 25 à 30 000 personnes pour justement, oui, dénoncer l'exécution de George Floyd, mais pour se rappeler, en fait, de Pierre Corollian, pour se rappeler de Alain Magloire, de plusieurs autres personnes qui ont perdu la vie à cause d'une bavure policière tout simplement et à cause que ces personnes-là étaient justement des personnes noires. En ce moment, on est dans un moment, je dirais même historique. Là, je parle au nom de Woodstock, oui, mais je parle en Amérique du Nord, là. Suite à la mort de George Floyd, je sens personnellement qu'il y a un soulèvement. Puis même, j'ajouterais que je suis assurée que la période de confinement a eu son rôle à jouer dans la mesure où il n'y a plus de distraction. Il n'y a pas de festival en cours, il n'y a pas de sport en cours. Donc, les gens j'ai l'impression que les gens ont été obligés de regarder en pleine face ce qui se passe, obligés de regarder ce qui se passe dans l'actualité à l'échelle internationale ou près de nous. Donc, on ne peut plus faire semblant qu'il se passe rien. On ne peut plus se dire que de ne pas reconnaître le racisme systémique. On ne peut pas ne pas reconnaître qu'il n'y a pas de profilage racial. Et je pense que la période de confinement a eu un impact sur le nombre de personnes
qui ont décidé de prendre la rue parce que cette manifestation-là, moi j'en ai fait des manifestations dans ma vie, puis cette manifestation-là, pour moi, elle était incroyable parce que pour beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé, c'était des jeunes adultes, jeunes adolescents qui, pour eux, c'était leur première manifestation, en fait. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience et peut-être même pour des personnes qui, à la base, ne se sentent pas nécessairement concernées par ces enjeux-là. Fait que c'était quand même assez impressionnant. Ça fait quand même 12 ans que je milite justement pour la justice sociale. C'est sûr que oui, il y a eu des gains, je pense. On ne veut pas toujours être pessimiste aussi, mais clairement que, tu sais, on fait face à un grand système, à un système qui nous dépasse aussi. Donc oui, il y a des choses qui ont changé, mais je pense qu'il reste vraiment beaucoup de travail à faire. Mais moi, ça me rassure personnellement de voir justement qu'il y a une jeunesse qui est mobilisée, qu'il y a une jeunesse qui commence à prendre conscience, non seulement, tu sais, par rapport à, oui, à la mort de George Floyd, puis ça a peut-être éveillé les consciences, mais il y a beaucoup de ces jeunes-là qui vivent le profilage, qui vivent le racisme ordinaire, puis qui peut-être ne savaient pas par où commencer. Puis quand il y a des mouvements qui se créent comme ça, c'est un engouement, tu es motivé, tu veux embarquer et surtout tu te dis, ben je ne suis pas seule. C'est comme, je vois les personnes comme des petits maillons, mais tout le monde se rattache l'un à l'autre, là, puis ça devient une chaîne, puis même on le voit au sein de Hoodstock, je pourrais même pas vous dire le nombre de messages qu'on reçoit par jour de personnes, de jeunes personnes en fait, au secondaire, jeunes adultes qui sont comme j'ai envie de faire quelque chose, je veux contribuer, je veux m'impliquer, j'ai ces compétences-là, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je pense que les gens veulent vraiment mettre leurs compétences à contribution et tout ça s'inscrit dans une lutte antiraciste. Puis dans une lutte anticlassiste, puis dans une lutte pour la justice sociale au final, là. C'est ça qui va créer une vague de changement. Pour moi, c'est les générations qui viennent après moi qui vont prendre le flambeau. Donc, de voir qu'il y a cette conscience-là qui a été prise dans les derniers mois ou en tout cas dans les dernières semaines, c'est très positif, là, je pense, pour l'avenir de nous tous là, et toutes. La puce à l'oreille.